face à la tyrannie de la caste médiatique, face au coup d'état des médias de masse. Lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette dernière émission avant l'été, avant la rentrée. Au programme du jour, on retrouve Marie-Estelle Dupont pour faire le bilan de la crise sanitaire pour les enfants après plus de 2 années de crise, car nous ne les oublions pas, les enfants qui ont souffert du port du masque notamment. Nous retrouverons ensuite le témoignage exclusif de François Champard, un père de famille qui a osé s'élever contre la crise sanitaire pour son fils. Et puis, enfin, ce sera le grand retour de la chronique consommation, spécial sauvetage cette fois-ci des vacances, ou du moins de vos matinées en vacances avec des enfants. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, je vous le rappelle à chaque fois, de cliquer sur le pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne TVL et de me poser vos questions en commentaire. Je tâche d'y répondre au mieux, bien sûr, dans les jours qui suivent l'émission. Dans cette première partie, je vous propose d'écouter Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne qui s'est fait connaître lors de la crise sanitaire en alertant les parents sur le port du masque pour les enfants. 4 mois après la levée de l'obligation du port du masque à l'école, il n'y a presque plus personne désormais pour s'intéresser aux enfants ainsi qu'à leur santé. Un peu comme lors des grandes guerres, vous savez, où l'on se souvient des morts, mais où les blessés sont totalement oubliés. Alors vous me connaissez bien maintenant ici, pas question de mettre la poussière sous le tapis concernant la jeunesse d'aujourd'hui. Alors on écoute tout de suite Marie-Estelle Dupont sur l'état psychologique des jeunes aujourd'hui. Comment vont les enfants? Eh bien, écoutez, moi, j'avais commencé à observer le mal-être psychologique lié à la crise sanitaire à partir d'octobre 2020, vraiment, où j'avais dit les Français vont mal. Et puis, finalement, les adultes semblaient se résigner à ne pas aller bien. Sauf que après les adultes, ça a été les étudiants et puis les enfants. Et à partir de février 2021, la Société française de pédiatrie, dans un communiqué, a confirmé ce que nous, les cliniciens, on observait dans nos cabinets, c'est-à-dire une affluence en fait de gens qui n'avaient pas d'antécédents et qui se mettaient à présenter des symptômes en lien avec la crise sanitaire, des TOC, des phobies, phobies sociales, troubles du comportement alimentaire, scarification, etc. etc. Alors, les enfants ont été touchés dans toutes les tranches d'âge. Les bébés, notamment avec les adultes masqués, ont présenté des retards de parole importants. Et puis, ça a augmenté les confinements ont augmenté les maltraitances intrafamiliales. Donc, il y a eu plus d'alcoolisme chez les parents, plus de passages à l'acte violent, plus de situations de maltraitance parce qu'en fait, il n'y avait pas de recours à des tiers à l'extérieur. Donc, des familles qui étaient très précaires, en fait, ont basculé. Et puis, les enfants entre 7 et 11 ans, et ça a été... je pense que ça a été le moment d'une prise de conscience générale chez les professionnels de santé de la petite enfance qui n'était plus... on ne pouvait plus nier le problème ou le minimiser parce que normalement, entre 7 et 11 ans, on va plutôt bien. C'est-à-dire que sauf cas exceptionnels de harcèlement scolaire ou de pathologie cérébrale grave, entre 7 et 11 ans, c'est la période tranquille. C'est ce qu'on appelle la période de latence. On n'est plus le tout petit et on n'est pas encore dans le tumulte de l'adolescence. Et on a vu des enfants entre 7 et 11 ans tenter de se défenestrer, se scarifier, être très agressifs ou complètement mutiques. Avec des vraies crises d'angoisse, beaucoup de phobies. Et notamment, le JAMA avait publié cette étude de l'hôpital Robert Debré qui notait 299% d'augmentation des suicides, tentatives de suicide et idées suicidaires chez les moins de 15 ans. Voilà, donc les ados, évidemment, se sont mis à aller très mal, puisque, en fait, à l'adolescence, tout ce dont vous avez besoin pour devenir un adulte équilibré leur était à ce moment-là interdit par la société. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas hésité à comparer
comparé notre société à une famille toxique et maltraitante qui fait porter en fait les problèmes des adultes aux jeunes. On a demandé aux jeunes en fait de porter nos angoisses et nos problèmes pour une maladie qui n'était pas une maladie pédiatrique. Et donc on leur a demandé de renoncer à des besoins vitaux, poser des questions aux profs, faire du sport à cet âge-là, ça fait partie du développement physique et mental. Et donc les adolescents présentent, effectivement, il y a encore quelques jours, le journal Libération a rappelé qu'il y avait une forte augmentation de l'anorexie et de la boulimie, des idées suicidaires, etc. Donc les jeunes ont énormément souffert pendant la crise. Alors aujourd'hui, certains commencent à aller mieux, mais il est vrai qu'on note une sorte de, je dirais, de résignation qui m'inquiète plus que la colère, parce que la colère, ça peut être une force dynamique, ça peut se sublimer dans la transformation, plutôt un affaissement, en fait, avec perte de libido, pas envie de se projeter, pas envie de finir les études, pas envie d'avoir d'enfants. Donc, des jeunes qui sont quand même assez désorientés, et pour cause, parce que leurs repères ont été balayés, voilà. Mais enfin, il y a des enfants qui vont bien, avec des parents qui tiennent la route, et il faut regarder comment ils font pour tenter de redresser la barre. Justement, quand on est un parent qui a pu observer des symptômes que vous pouviez évoquer précédemment chez son enfant, quelles sont les clés qu'il faut transmettre, quels sont les points sur lesquels il faut travailler avec ses enfants pour les aider à aller mieux, à se raccrocher à leur enfance? D'abord, je pense que c'est important de dire à votre enfant que même si vous, en tant qu'adulte, vous n'êtes pas tout puissant, vous ne pouvez pas tout changer, vous ne pouvez pas décider qu'il n'y a plus le masque à l'école, etc., vous n'êtes pas d'accord. Être aligné en fait avec ce que vous pensez, dire à votre enfant, moi-même je suis dans une situation délicate parce que j'ai le choix entre te déscolariser, ce qui est pour moi une forme de maltraitance, et te mettre un masque pour aller à l'école, ce qui est pour moi une forme de maltraitance. Donc montrer à l'enfant qu'un adulte, c'est pas quelqu'un de tout puissant, mais c'est quelqu'un qui pense et qui pense à son intérêt d'enfant à lui. Déjà là, vous êtes en empathie, donc il n'est plus tout seul. Ensuite, c'est évidemment dialoguer avec lui demander depuis quand il ressent ça, quand est-ce que ça se manifeste, essayer d'explorer un petit peu si ça s'accompagne de symptômes physiques. En général, d'ailleurs, l'enfant exprime beaucoup les choses avec son corps, donc il va vous dire j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, mais il aura du mal à mettre des mots sur ses émotions. Et puis finalement vous faire confiance en tant que parent parce que vous êtes finalement la personne qui connaissait le mieux votre enfant, mieux qu'un prof, mieux qu'un psy, mieux qu'un pédiatre. Et en fonction du type de personnalité de votre enfant, introverti, extraverti, sportif, cérébral, utiliser les clés en fait qui font qu'il retrouve confiance en lui et vraiment amener à l'intérieur de la maison, restaurer des murs à la maison, c'est-à-dire couper un peu du bruit du monde très anxiogène, coupez-vous de Twitter et concentrez-vous sur le jeu, sur le sport, sur tout ce qui lui permet de à nouveau avoir une vie psychique, un imaginaire, parce que c'est ces ressources-là qui vont lui permettre de ne pas céder à une forme d'asthénie psychique et de léthargie. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont. Face à la dictature sanitaire, nombreux sont les parents qui n'avaient pas plié malgré nombre d'intimidations de la part des institutions. Et je vous propose justement d'écouter maintenant François Champard qui nous raconte les mésaventures qu'il a eues avec la maîtresse d'école de son fils qui avait une contre-indication au port du masque en classe. J'estimais que le masque pour mon enfant était dangereux, pour lui, pour les enfants. Donc j'ai demandé à ce qu'il ait un certificat médical de contre-indication pour lui permettre en fait avec l'école de trouver un compromis et qu'il porte un masque, une visière de protection en fait en plexiglas, moins nocive, moins gênante. Et du coup ça a été accepté et voilà. Et un beau jour la visière de protection a cassé et l'institutrice de mon fils a jugé bon de lui mettre un masque en tissu, ou en papier pour respecter le protocole au maximum. Et elle a estimé que c'était judicieux pour protéger les autres de mettre un masque en papier à mon fils qui avait pourtant un certificat médical de contre-indication. Donc je lui ai écrit, la maîtresse aussi, en lui disant qu'elle avait outrepassé un avis médical, mais que je comprenais sa position, je lui en voulais pas. Mais que par contre, ça serait bien qu'on puisse parler du protocole avec plusieurs parents dans l'école. On n'était pas d'accord avec ça. On pensait que qu'il fallait au moins avoir du dialogue parce que les enfants ils commençaient à avoir des bilans très très compliqués du protocole sur la santé physique et mentale. Donc on a voulu que ça s'arrête au moins recréer du débat. Et donc l'institutrice a répondu quelques temps après que non, elle pouvait pas nous recevoir, qu'elle avait jugé bon de mettre ce masque pour respecter le protocole
et m'a demandé m'a renvoyé vers l'inspecteur. Voilà. Chose que j'ai pas fait, mais quelques semaines plus tard, fin début janvier, suite au protocole Blanquer en fait qui avait envoyé à d'Ibiza un protocole qui s'appelait protocole d'isolement des enfants. Je me suis dit que c'était un petit peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'était un protocole hallucinant où les enfants devaient se faire tester 3 fois par semaine s'ils étaient cas contact ou quoi. Mon fils avait raté déjà plus de 3 semaines d'école parce qu'il était cas contact. Enfin bon, c'était une situation inacceptable qui ne pouvait pas durer. Donc j'ai envoyé un mail à l'institutrice un peu plus virulent, la mettant face à sa responsabilité et en lui disant il faudrait mieux vraiment qu'elle envoie un mail à tous les parents pour qu'elle abandonne ce protocole qui n'a pas de valeur juridique ni aucune valeur scientifique en fait. Et qu'au contraire, c'est juste délétère pour les enfants. Alors elle a un petit peu paniqué, elle a envoyé le mail à l'académie pour savoir quoi faire et l'académie lui a demandé de porter plainte. La plainte n'a jamais été prise par la gendarmerie parce qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas de quoi prendre une plainte dans les mails. Au contraire, ils ont plutôt essayé de faire une médiation avec l'institutrice pour essayer de renouer du débat. Et moi, j'avais entre-temps envoyé un mail à l'institutrice en m'excusant un peu du mail d'avant qui, et il est vrai, était un petit peu virulent, mais en lui disant que c'était vraiment, ça n'avait rien de personnel et qu'on voulait juste recréer du débat et faire pour l'intérêt supérieur de nos enfants, en fait, essayer de trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Voilà, donc j'ai pas été écouté et le parquet, en fait, du coup, a récupéré l'histoire en disant que j'avais commis un délit d'acte de menace et d'intimidation sur un chargé de service public dans le but de l'empêcher ou de mener à bien sa mission. Donc voilà, j'ai eu le choix en fait du coup soit de faire un stage de citoyenneté et auquel cas aucune charge aurait été retenue contre moi, soit si je refusais de passer en correctionnel où je pouvais risquer jusqu'à 10 ans de prison ferme et 150 000 € d'amende pour le délit décrit par le procureur. Donc j'ai refusé le stage de citoyenneté et du coup j'ai été en procès lundi en correctionnel sur cette affaire des mails quoi. François Champard vient d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende en première instance. Il fera évidemment appel, une affaire que nous allons continuer à suivre de très près sur TV Liberté. C'est le grand retour de la chronique consommation. Je vous propose de découvrir le radio-réveil qui permet aux enfants de dormir plus longtemps ainsi qu'à leurs parents. Et ça, c'est très important. Alors, sur l'écran de ce radio-réveil, il y a un petit lapin qui dort ainsi qu'un petit lapin qui est en pleine activité lors de la journée. Lorsqu'il est l'heure de dormir, le petit lapin endormi émet une douce petite veilleuse qui indique à l'enfant qu'il faut rester au lit. Et ce, même en cas de réveil trop impromptu. Vous savez, à cet âge-là, les enfants sont souvent un peu décalés dans la journée ou dans la nuit. Et donc, c'est ce qui explique les réveils qui sont parfois un peu matinaux. Et à l'heure que vous choisirez, et ça aussi, ça a toute son importance, eh bien, c'est le petit lapin éveillé qui prendra le relais en émettant une lumière plus dynamique qui indique à l'enfant qu'il peut enfin se lever et sortir de sa chambre. Vous l'avez compris, ce petit radio-réveil est donc une arme d'autonomisation massive pour votre enfant et lui permettra de comprendre l'alternance jour-nuit et de s'adapter également à votre sommeil. Il est d'autant plus chouette cet objet que moi je l'aime particulièrement parce que comme vous pouvez le voir ici, eh bien on voit un gros lapin qui est endormi et c'est quand l'objet pour l'enfant sert encore de veilleuse tout simplement parce que quand les bébés sont tout petits, évidemment ils n'ont pas conscience de l'alternance jour-nuit, mais en revanche une petite lumière est toujours bienvenue pour leur permettre de s'endormir correctement. Et puis donc ensuite évidemment on évolue sur la phase des lapins jour-nuit qui permet de se repérer dans la journée comme je viens de vous l'expliquer. Et enfin, ce réveil, quand l'enfant a grandi un peu plus, eh bien, sert réellement d'alarme pour aider votre petit à se réveiller pour aller à l'école, par exemple, ou pour se réveiller tout simplement parce que c'est une nouvelle journée qui démarre et que c'est trop chouette et que c'est peut-être les vacances et qu'on va faire des activités géniales. Alors, vous voyez, quel meilleur cadeau est-ce que vous pouvez vous faire à vous-même à l'aune de ces vacances d'été et donc du changement de rythme de vos petits ? Eh bien, moi, je pense que ce petit réveil est parfait pour vous. Alors évidemment, je reste à votre disposition en commentaire ou sur mon compte Instagram pour toute explication complémentaire et je vous mets bien sûr toutes les références juste en bas dans la vidéo. Le mien vient de chez Oxybul et il est aux alentours de 50 €. Maintenant qu'on a étudié bien ce petit réveil, eh bien place à l'actualité des parents avec tout ce qu'il ne fallait pas manquer le mois dernier.
Et on se retrouve donc pour l'actualité qu'il ne fallait pas manquer, et notamment la fin d'un cauchemar. Après avoir accouché d'une petite Lou à domicile à Vitré, une mère et son mari se sont vus retirer leur bébé d'1 semaine, ainsi que leur grande fille de 2 ans. Les enfants ont été emmenés par une dizaine de gendarmes qui se sont pointés à leur domicile. Et puis, ils ont été placés en pouponnière du 10 au 24 juin dernier. Un temps assez long, donc, séparés des parents. Un placement qui est survenu suite à un signalement de la PMI qui avait estimé que le choix d'accouchement à domicile et que le mode de vie des parents était trop précaire. Une affaire qui est tout de même loin d'être rare et qui, si l'on s'en tient au témoignage des parents, ressemble fort à un placement abusif d'une grande violence et qui avait ému plus de 80 000 personnes en quelques jours sur leur compte Instagram Réunir notre famille, que vous pouvez retrouver juste en bas. Allaiter au Louvre, c'est pas de la tarte. C'est la pénible expérience qu'a faite une jeune maman dans une des galeries du musée. Un gardien lui a sommé d'arrêter son allaitement et de se rendre dans les toilettes pour finir de nourrir son bébé. La mère a évidemment écourté sa visite et a écrit une lettre à la direction du musée qui s'excuse bien évidemment platement et propose d'effectuer des rappels de règles pour ses employés qui seraient un petit peu trop prosélytes. Rappelons toutefois à toute fin utile que pour prendre un repas, on le fait en principe dans des lieux un peu plus hygiéniques et plus confortables que les pipi rooms. Donc c'est pareil pour un bébé. Et d'autant plus que lorsqu'un bébé a faim, eh bien non, il ne peut pas attendre. Et ce n'est pas ici qu'on vous dira le contraire, car allaiter, c'est sain. J'espère que vous avez la blague. Et enfin, cette rubrique, c'est également l'occasion de rappeler qu'à la mi-juin, il y a eu la naissance d'une petite Clotilde chez Vincenzo Soffo, un homme politique italien, et Marion Maréchal, qui est bien connu de nos téléspectateurs juste au moment des élections législatives de juin dernier. Une raison supplémentaire de me battre pour la France, a-t-elle écrit en partageant une photo de la main de sa petite fille. Une jolie nouvelle qui clôture donc la fin de cette chronique d'actualité avant de retrouver les pépites de la chronique lecture avec Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigny. Dame Souris et compagnie. C'est une réédition chez Flammarion dans la très belle collection Père Castor où nous avons tous des souvenirs. Et là, il s'agit de Dame Souris et compagnie, maison sur mesure. Dame Souris est très ingénieuse. Elle s'appelle Héloïse. On l'appelle Dame Souris et on l'appelle maître architecte car elle a l'art de construire pour les animaux qui l'entourent, qu'ils soient amphibiens, qu'ils vivent sous la terre, qu'ils galopent sur la terre, qu'ils soient sociables ou bien très solitaires. Elle construit pour eux des maisons sur mesure, des maisons parfaites, avec énormément de détails. Il y a beaucoup d'humour à la fois dans le texte et surtout dans les dessins, où les enfants, à peu près, je dirais, vers 5 ans, 5-7 ans, s'amusent à trouver des détails, comprendre des liens avec ce qu'ils savent de la vie des animaux. C'est très amusant. Quand vous voyez le lézard étalé sur une terrasse à se chauffer au soleil très paresseusement, et vous comprenez que Dame Souris lui a construit plusieurs terrasses pour qu'il soit toujours orienté au soleil, par exemple, eh bien c'est plein d'astuces. C'est vraiment un livre pépite à avoir dans sa bibliothèque, à garder. Il charmera toute la famille. Dame Souris et compagnie, maison sur mesure, chez Flammarion, dans la collection Père Castor. Bonjour, alors je vais vous présenter aujourd'hui non pas un livre mais un magazine qui s'appelle Tétralire, qui est vraiment conçu pour les enfants de 8 à 12 ans et comme le dit la petite phrase de lancement, qui donne des ailes à la lecture, un tétra étant un bel oiseau. Et donc cette revue est une revue littéraire de très très bonne qualité. Elle est conçue toujours un petit peu sur le même plan, avec un texte non coupé d'un bon auteur. Celui que j'ai en main est par exemple un extrait du Bon Petit Diable de la Comtesse de Ségur. Ensuite, on a un dossier qui permet de présenter un métier ou une activité qui est en lien avec cette histoire.
Ensuite, des jeux, bien sûr, des questions sur l'histoire, pour savoir si on a tout compris. Puis, un atelier bricolage et un atelier cuisine. Et puis, un petit conte ou une petite histoire qui termine. Et des conseils de lecture. Et puis, évidemment, un courrier des lecteurs absolument délicieux. Donc, voilà, cette petite revue qui fait quand même une centaine de pages est disponible sur abonnement. Vous trouverez ses coordonnées en ligne. J'insiste sur la qualité de cette revue parce que d'une part, les textes sont de très bons textes littéraires. Les mots compliqués sont expliqués en marge avec un petit oiseau rigolo qui fait des petites grimaces. La mise en page est très soignée et les illustrateurs sont des illustrateurs de très bonne qualité, d'un très bon niveau, comme Héloïse Scherer ou Éric Puybarret notamment. Donc, ce sont vraiment des grandes signatures de l'illustration contemporaine, souvent issues de l'école lyonnaise Émile Cole. Donc, c'est vraiment un travail de grande qualité. Je pense que les enfants peuvent être abonnés à partir de 8 ou 9 ans, ou vous pouvez aussi acheter sur le site de Tétralire des groupes par thématique ou par classe d'âge, donc sur les saisons ou sur telle ou telle activité qui plaira plus aux enfants. Et donc voilà, c'est aussi bien pour les garçons que les filles. Et vraiment, c'est quelque chose de très intelligemment fait. Je pense que c'est une revue à vraiment conseiller aux familles. Elle peut vraiment être lue. Alors, elles sont triées donc par numéro. Donc, on est déjà aujourd'hui à la lettre T du 2e alphabet. Donc, vous voyez, et elle sort tous les mois, sauf, je crois, en plein été. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment abonner vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, filleuls, etc. ou votre école, d'ailleurs, si vous enseignez. C'est une revue vraiment que je conseille à tous les amis de la littérature française et quelquefois avec des belles traductions aussi, d'ailleurs. Tout cela d'excellente qualité. Voilà, Tétralire, le magazine de 8 à 12 ans qui donne des ailes à la lecture. Avant de se quitter, on retrouve l'illustration du mois qui sera pile poil dans le thème de vos vacances. Si vous avez des petits qui marchent ou qui commencent à trotter ou à galoper, ou du moins qui vous font trotter derrière eux lors des balades. Car marcher avec son bébé, selon Queen Mama Style, eh bien c'est en effet 5% du trajet en donnant la main, sagement, le restant en activant le mode attention maximale parentale. Non, pas par là, attends maman, donne-moi la main. Je pense que tous les parents, les mamans et les papas se reconnaîtront là-dedans. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que les rubriques vous auront plu. On se retrouve pour un nouvel épisode des Femmes et des Enfants d'abord le premier mercredi de septembre. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances à tous ceux qui en ont et à tout bientôt sur TV Liberté.